Au cœur du premier arrondissement de Paris se trouve une place unique au monde. Écrin des plus grandes maisons de joaillerie, berceau des plus grandes boutiques de luxe, la place Vendôme est aujourd'hui connue dans le monde entier comme l'épicentre du luxe à la française. Mais avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la place Vendôme a été le témoin de nombreux événements historiques qui ont façonné son image et son statut. Mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle histoire précieuse consacrée à la célèbre place Vendôme. Comme souvent lorsque l'on parle du luxe français, notre histoire commence au XVIIe siècle sous le règne du roi Louis XIV. Tout au long de son règne, le roi Soleil a grandement participé à l'aménagement de la ville de Paris. Et en cette fin de siècle, il souhaite la création d'une nouvelle place pouvant abriter de vastes bâtiments publics. Entre autres, l'hôtel de la Monnaie, l'hôtel des ambassadeurs, l'hôtel des académies et une bibliothèque royale. L'emplacement de cette nouvelle place est assez vite décidé. Elle sera érigée à la place de l'hôtel Vendôme, situé à l'époque en périphérie de la ville. Malheureusement, le projet initial formé en 1677 est trop ambitieux. Alors, l'idée est abandonnée. Quelques années plus tard, en 1685, l'architecte louvois reprend le projet de cette place. Il achète l'hôtel Vendôme, qu'il fait détruire, et fait également reconstruire le couvent des Capucins qui se trouvait à un côté un peu plus loin, afin d'avoir l'espace nécessaire pour la création de cette place. D'ailleurs, cette place est d'abord pensée pour être un décor, si bien que les façades des bâtiments sont construites sans les bâtiments qui vont derrière. Ce décor doit accueillir une statue équestre de Louis XIV conçue par le sculpteur François Girondin. La statue en bronze mesure 7 mètres de haut et elle trône sur un piédestal en marbre de 10 mètres de haut. La statue et la place sont inaugurées en août 1699 et la place est baptisée place Louis le Grand en l'honneur du roi. Mais il faudra attendre quelques années pour que les bâtiments derrière les façades achèvent leur construction, principalement financés par des investisseurs privés. Ainsi, les bâtiments publics qui étaient à l'origine prévus pour cette place ne verront jamais le jour, et à la place, ce seront des hôtels particuliers qui seront construits. En 1764, une foire annuelle s'installe place Louis le Grand. La foire est très populaire et l'affluence augmente d'année en année, si bien que les propriétaires de la place commencent à se plaindre de cette trop grosse affluence. Alors, dès 1771, la foire déménage place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde. En 1789, la Révolution française éclate. Le roi Louis XVI doit fuir et prend refuge aux Tuileries. L'intégralité de ses ministères le suivent dans sa fuite et doivent à leur tour trouver refuge. C'est ainsi que le ministère de la Justice s'installe au numéro 13 place Vendôme, bâtiment qu'il occupe encore aujourd'hui. La place Louis le Grand est loin d'être épargnée par les révolutionnaires, qui, en août 1792, détruisent la statue de Louis XIV à l'origine de la création de la place. Dans la foulée, la place est rebaptisée Place des Piques, en référence aux armes des révolutionnaires. À cette période, l'un des habitants de la place Vendôme était un juriste, du nom de Lepelletier Saint-Fargeau. Lors des consultations concernant le sort que devait subir le roi, Lepelletier avait voté en faveur de la peine de mort. Quelque temps plus tard, le 20 janvier 1793, Lepelletier est assassiné par un partisan de Louis XVI. Il est alors considéré comme un martyr de la Révolution et son corps sera exposé quelques jours sur le socle de marbre de la statue démolie avant son inhumation le 24 janvier 1793 au Panthéon. Au début du XIXe siècle, l'aménagement urbain de Paris suit son cours. La place des Piques est renommée place Vendôme, en référence à l'hôtel qui se trouvait à l'origine sur ce lieu. En 1801, la rue de Castiglione débouchant sur le sud de la place Vendôme est créée. Quelques années plus tard, en 1806, le couvent des Capucins est détruit, au profit de la création de la rue de la Paix, reliant l'Opéra Garnier au nord de la place Vendôme. Dès sa création, la rue de la Paix devient la demeure de grandes boutiques de luxe, faisant d'elle l'une des rues les plus chères de la capitale, avec un prix du mètre carré actuel pouvant dépasser les 18 000 €. C'est pour cette raison que la rue de la Paix est la case la plus chère sur le Monopoly.
Nous sommes désormais sous le Premier Empire. Napoléon Ier dirige la France et les conquêtes militaires s'accumulent. Tout bon conquérant se doit de célébrer ses victoires. Ainsi, Napoléon décide de célébrer la victoire d'Austerlitz avec la création d'un monument au centre de la place Vendôme, afin de combler le vide de la destruction de la statue de Louis XIV. Le monument prendra la forme d'une colonne, inspirée de la colonne Trajane de Rome, et sera réalisé avec le bronze des canons confisqués aux ennemis pendant la bataille d'Austerlitz. La colonne est décorée d'un bas-relief représentant des scènes de guerre et elle mesure 3,6 mètres de large pour 44,3 mètres de haut. En son sommet est érigée une statue de Napoléon en empereur romain. La colonne, reflet de la gloire napoléonienne, est inaugurée en 1810. En 1812, la joaillerie Chaumet ouvre une boutique au numéro 15 place Vendôme. Connue de toute la bourgeoisie européenne, la maison Chaumet crée des parures pour nombre de personnalités, et ce, depuis sa création en 1708 par le joaillier Marie-Étienne Nitto. L'impératrice Joséphine, épouse de Napoléon Ier, sera l'une des clientes les plus prestigieuses de la maison, dont elle accumulera toute une collection de parures, colliers et diadèmes signés Chaumet. Encore aujourd'hui, la maison Chaumet est connue pour être la première joaillerie à s'être installée place Vendôme, et elle est notamment reconnue pour ses diadèmes aux motifs végétaux d'une grande délicatesse. Le règne de Napoléon n'est pas au goût de tous, si bien que le Royaume-Uni, l'Empire russe, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche forment une alliance afin de renverser le régime napoléonien. Le 31 mars 1814, la capitale est prise et Napoléon est obligé de capituler. La statue de Napoléon qui trônait au sommet de la colonne Vendôme est détruite et elle est remplacée par un drapeau blanc avec une fleur de lys, symbole de Louis XVIII, nouveau roi de France. En parallèle des péripéties politiques, l'Europe connaît un véritable essor économique, notamment grâce aux prémices de la révolution industrielle. Cet essor économique est un peu plus timide en France, en proie à l'instabilité politique. Mais cela n'empêche pas le secteur du luxe d'envahir la capitale française, et notamment la rue de la Paix. C'est ainsi qu'en 1815, la maison de joaillerie Mellerio di Meller ouvre une boutique au numéro 9 rue de la Paix. La maison Mellerio, créée en 1613, peut se vanter d'avoir grandement participé au développement de la joaillerie française. Ayant connu 14 générations de Mellerio à la tête de l'entreprise, la maison peut se vanter d'être la plus ancienne maison de joaillerie française encore en activité aujourd'hui. La France, toujours en proie à l'instabilité politique, se révolte en juillet 1830 contre Charles X qui souhaitait revenir à l'ancien régime. Cette révolution se conclut par l'arrivée au pouvoir du roi Louis-Philippe Ier. L'année suivante, une nouvelle statue est érigée au sommet de la colonne Vendôme. Cette fois-ci, il s'agit d'une statue de Napoléon en tenue militaire, avec sa position signature, la main dans la chemise. Pendant quelques années, la place Vendôme ne connaît aucun changement majeur. En 1852, Napoléon III, neveu de Napoléon Ier, devient empereur des Français. Presque immédiatement, il fait de nouveau changer la statue au sommet de la colonne Vendôme pour y mettre une statue de Napoléon Ier en empereur romain, semblable à la statue d'origine. Les années passent et la France est toujours en proie à l'instabilité politique. En 1871, lors de la Commune de Paris, nombreux sont ceux qui souhaitent voir la destruction de la colonne Vendôme, symbole exubérant du règne de Napoléon. Le peintre Courbet est alors à l'initiative d'une pétition en faveur de la destruction de la colonne. Bien que d'abord contestée, la destruction de la colonne Vendôme sera finalement décidée. Et c'est le 16 mai 1871 que la colonne est détruite devant le tout Paris réuni. Dès 1873, le nouveau gouvernement, sous la direction du président de la République, le maréchal MacMahon, décide de faire reconstruire la colonne Vendôme. La responsabilité de la destruction de la colonne est attribuée à Courbet, qui est alors condamné à 6 mois de prison, en plus de devoir financer la construction de la nouvelle colonne, estimée à un peu plus de 323 000 francs. La construction de la nouvelle colonne dure 2 ans et s'achève en 1875. Courbet, lui, vend tous ses biens afin de pouvoir rembourser ses dettes,
mais il meurt en décembre 1875 sans avoir fini les remboursements. En parallèle, la place Vendôme s'apprête à se transformer pour devenir l'écrin de luxe qu'elle est aujourd'hui. Boucheron est une maison de joaillerie française fondée en 1858 par Frédéric Boucheron. La maison se veut d'une grande modernité et elle sera plusieurs fois récompensée lors d'expositions universelles, notamment pour son collier point d'interrogation. Le collier représente une plume de pan et il est possible de l'enfiler sans l'assistance d'autrui, ce qui était une véritable révolution dans le monde de la joaillerie. En 1893, la maison Boucheron ouvre une boutique au rez-de-chaussée du numéro 26 Place Vendôme. Mais le succès de cette nouvelle boutique est quelque peu nuancé par la présence d'une voisine atypique, la comtesse de Castiglione. La comtesse, de son vrai nom Virginia Oldoini, est une Italienne qui, dans sa jeunesse, fut considérée comme la plus belle femme de France. Elle côtoya les plus grands noms de l'aristocratie, notamment Napoléon III dont elle était la maîtresse, et elle accumulera une grande fortune, principalement financée par ses amants. Mais sa beauté la quittera progressivement, et avec l'âge viendront les maladies mentales. La comtesse souffrit de neurasthésie, et elle s'enferma dans son appartement au premier étage du 26 Place Vendôme. Ne sortant plus que la nuit, elle est alors surnommée le fantôme de la Place Vendôme. Elle mourra finalement en 1899 à l'âge de 62 ans et sera enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Boucheron n'est que le premier d'une longue série d'établissements de luxe à s'installer Place Vendôme. Chaumet, qui jusque-là occupait le numéro 15, déménage au numéro 12 de la Place Vendôme. Et c'est le Suisse César Ritz qui rachète le 15 afin de réaliser son rêve, créer un hôtel au summum du luxe. C'est ainsi que naît le Ritz, l'hôtel le plus luxueux et le plus cher de France. Rien n'est trop beau pour César Ritz, qui crée un hôtel à la pointe de la technologie de l'époque. Ascenseur, téléphone et salle de bain privative dans chaque chambre, mobilier authentique d'époque, l'hôtel propose un service et un luxe inconnus jusque-là, ce qui lui donne un succès immédiat. Grâce à ce succès, César Ritz ouvre d'autres établissements, notamment à Londres et à Madrid. La légende raconte qu'il existe des tunnels secrets reliant le Ritz à certaines boutiques de la Place Vendôme, permettant aux célébrités qui y résident d'aller faire leur shopping en toute discrétion. En 1906, une nouvelle maison voit le jour au numéro 22 de la Place Vendôme, la maison Van Cleef & Arpels. La maison est fondée par Alfred Van Cleef, fils de lapidaire, et son beau-frère Salomon Arpels. La maison est portée par le mouvement Art Nouveau, avec ses motifs végétaux et ses couleurs vives. Mais ce qui fait le succès de la maison encore aujourd'hui, c'est son sertis mystérieux. Une technique de sertis rendant la monture en métal totalement invisible. La maison fera plusieurs tests de ce sertis mystérieux avant de déposer le brevet final en 1936. Le secret de ce sertis réside dans des encoches réalisées de part et d'autre des pierres, permettant à un rail de métal de maintenir la pierre tout en restant invisible. Le succès du sertis mystérieux sera capturé en 1937 dans le clip Chrysanthème, recouvert d'un pavage de rubis et de diamants taillés sur mesure, le tout sur une monture en métal invisible aux yeux du profane. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, de nombreuses maisons ouvriront boutique Place Vendôme. En 1955, c'est la maison Mauboussin qui ouvre boutique sur la place. La maison connaît un succès international grâce à ses nombreuses succursales, notamment en Asie. Et elle est à l'avant-garde du style avec ses inspirations internationales. Mais au début des années 2000, les comptes sont mauvais et la maison risque de disparaître. Mais sous l'impulsion d'un nouveau directeur artistique, Mauboussin se réinvente. Si jusque-là la maison se positionnait dans le secteur de l'ultra-luxe, elle propose désormais une gamme de bijoux plus accessible, afin de s'ouvrir à une clientèle plus large. Bien que Mauboussin déménage en 2015 afin de s'installer rue de la Paix, son succès et sa renommée restent indéniables. En 1986, c'est au tour de la maison italienne Repossi d'ouvrir une boutique aussi Place Vendôme.
La maison connaît un véritable succès auprès de la royauté européenne, puisqu'elle réalisera entre autres la bague de fiançailles de Charlène de Monaco, ainsi que plusieurs bijoux pour Lady Diana. La même année, la maison Mikimoto, spécialiste des perles, ouvre une boutique aux 8 places Vendôme. La maison a été fondée en 1998 par le créateur des perles de culture, Kokichi Mikimoto. Mais la place Vendôme, ce n'est pas que de la joaillerie, puisqu'on y trouve également des grands noms de l'horlogerie, tels que Rolex, Hublot, Blancpain ou Chopard, mais également des grands noms de la mode, tels que Chanel, Dior ou Louis Vuitton. Ainsi, la place Vendôme est progressivement devenue le centre du luxe français, à tel point que le nom Vendôme est beaucoup plus prestigieux que le nom Paris. Tout le monde peut s'installer à Paris, seuls les plus grands peuvent s'installer place Vendôme. Mais cet écrin de luxe est également le théâtre de convoitises, et les cambriolages semblent inarrêtables, et ce, malgré toutes les précautions mises en place par les maisons de luxe et la ville de Paris. Et l'augmentation exponentielle du cours de l'or ne fait qu'empirer la situation. Malgré tout, la place Vendôme représente l'excellence du luxe à la française. Et afin de fédérer les grands noms de la place Vendôme et de faire rayonner leur savoir-faire, un organisme a vu le jour, le Comité Vendôme. Créé en 1939, le Comité Vendôme réunissait tous les joailliers et orfèvres de la place Vendôme dans le but, je cite, de préserver le supplément d'âme de la place Vendôme. Le comité est divisé en 2 commissions, la commission Sûreté qui veille à la sécurité de la place et des personnes, et la commission artistique qui s'occupe de la mise en valeur du patrimoine et qui organise divers événements, notamment des expositions artistiques. Depuis, le Comité Vendôme s'est ouvert à d'autres maisons du quartier Vendôme, notamment rue de la Paix, et aujourd'hui, elle réunit plus d'une centaine d'entreprises, parmi lesquelles des joailliers, des horlogers, des hôtels, des entreprises de finance et d'immobilier, ainsi que 4 musées. Le Comité Vendôme révèle ainsi toute la dualité du secteur du luxe. Les maisons sont à la fois concurrentes les unes envers les autres, mais c'est en s'alliant qu'elles parviennent à faire rayonner leur savoir-faire et leur savoir-être à travers le monde. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette histoire précieuse consacrée à la place Vendôme. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça m'apporte énormément de soutien. Dites-moi en commentaire quelle est votre maison de joaillerie préférée, et moi je vous dis à très vite dans de prochaines histoires précieuses.